Nous voici partis pour une nouvelle table ronde. J'espère que jusqu'ici, vous avez trouvé le contenu des échanges intéressants, enrichissants, que cela vous nourrit. Nous allons maintenant parler de climat, avec une table ronde sur le thème « Sortir du climato-centrisme ». Je m'appelle Antoine, je travaille pour l'équipe marketing et communication d'Ecolern. J'aurai la chance d'être le modérateur de cette table ronde et je suis ravi de vous retrouver puisque je vois pas mal de visages qui étaient déjà là ce matin. Bienvenue et re-bienvenue. Sortir du climato-centrisme, justement. Alors, le changement climatique est bien là. Nous le constatons désormais canicule après canicule, tempête après tempête, et la mobilisation s'organise, certes plus ou moins vite, notamment au sein des entreprises, qui sont nombreuses à construire leur stratégie climat pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et se préparer à l'émergence de futurs risques. Oui, sauf que cette mobilisation focalise à tel point les dirigeants et les équipes, notamment RSE, qu'elle risque parfois d'occulter d'autres dangers écologiques et sociaux qui sont tout aussi critiques, tout aussi urgents, tout aussi fondamentaux, mais qui sont malheureusement relayés au second plan dans un mouvement que nous avons qualifié pour cette table ronde de climato-centrique. D'où la question que nous allons nous poser pour cette table ronde, comment combattre en même temps les défis du changement climatique, mais également des inégalités de répartition des richesses, de la destruction de la biodiversité, de l'atteinte aux droits humains fondamentaux ou encore de la raréfaction des ressources naturelles. Pour y répondre, nous avons la chance d'avoir avec nous 4 experts, 2 experts et 2 expertes, que je vais rapidement vous présenter avant de rentrer dans le vif du débat. Je commence à ma gauche avec Catherine Puiseux. Merci d'être avec nous, Catherine. Catherine, vous avez créé la fonction RSE à TF1 en 2005 et vous l'avez développée jusqu'en 2020. Par votre rattachement lors des 5 dernières années à la direction des ressources humaines, vous avez particulièrement mis en œuvre les passerelles entre l'univers des RH et celui de la RSE. Aujourd'hui, et à partir de 2021, vous devenez formatrice et consultante indépendante. Vous travaillez en France et également en Afrique de l'Ouest et vous vous êtes familiarisée avec des sujets liés au devoir de vigilance et notamment aux droits humains. À sa gauche, nous aurons la chance d'avoir avec nous David Laurent. David Laurent, bienvenue. Vous êtes le directeur de la transition écologique chez Entreprises pour l'environnement, connu aussi sous le nom d'EPE. Cela a été créé en 1992. EPE regroupe aujourd'hui une 60aine de grandes entreprises françaises et internationales de tous les secteurs de l'économie pour les faire travailler sur les enjeux de la transition. À votre gauche, toujours David, nous aurons la chance également d'entendre Émilie. Bienvenue Émilie, qui est une habituée des tables rondes Ecolern et dont nous apprécions la présence et les interventions à chaque fois. Vous avez un beau parcours, je résumerai en quelques points en disant que vous êtes docteur en sciences économiques, experte sur les politiques climatiques et membre du Conseil des économistes du développement durable au ministère de la Transition écologique. Vous êtes aujourd'hui directrice d'EcoAct Europe du Sud et vous êtes une experte respectée en matière de finances climatiques et de tarification du carbone. Enfin, pour compléter ce panel déjà riche, nous avons la chance d'avoir Mathieu Richer. Bienvenue Mathieu. Mathieu, vous êtes diplômé de Kedge Business School et d'un master en sciences politiques. Vous êtes le directeur de la RSE au sein du groupe Casino depuis maintenant presque une quinzaine d'années, puisque vous avez pris ce poste en 2010. Vous avez travaillé auprès du ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et également à l'ambassade de France à New Delhi, où vous étiez en charge des questions énergétiques et de nouvelles technologies. Merci à vous 4, merci à vous mesdames, messieurs d'avoir repris place, merci aux personnes qui nous suivent en ligne. Nous allons pouvoir lancer cette table ronde sur le thème « Sortir du climato-centrisme » et je passe la parole à David pour une petite introduction. Merci et bon échange. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous féliciter pour le choix de cette table ronde. Je pense que ça fait écho à beaucoup de questionnements que les professionnels de la RSE, du développement durable se posent aujourd'hui en entreprise. Et d'autant plus que le timing est très bon puisque EPE a publié le mois dernier une étude réalisée par une trentaine de ses membres sur ce sujet de comment est-ce qu'on réalise une transition écologique intégrée. Et du coup, je vais vous en dire un petit mot. Je pense que ça va bien illustrer les questions qui se posent aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut aborder cet enjeu de climat et au-delà. Et si on fait un petit flashback, il y a
en France, on a eu le haha moment sur le climat, ça a été la COP21 et l'émergence de ce concept de neutralité carbone qui est un peu devenu l'étoile du Nord pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de structures. Et avec cette notion du coup de neutralité carbone, ça a au début posé beaucoup de questions. Et en 2017, chez EPE, on a lancé un gros travail qui s'appelait Zen 2050, donc Zen pour zéro émission nette. Et ça visait à répondre à une perplexité chez nos membres, qui était, mais okay, qu'est-ce que ça veut dire cette neutralité carbone en termes d'émissions, en termes de technologie, en termes de mode de vie, c'est quoi? Et donc on a travaillé avec nos membres pendant 2 ans pour un peu décrypter cette neutralité carbone à l'échelle de la France en disant, effectivement, et la conclusion ça a été, c'est possible technologiquement, économiquement et socialement. Et ça reste une transformation majeure. Donc ça a été un énorme travail pendant 2 ans et qui a permis à toutes les entreprises de comprendre effectivement les tenants, les aboutissants d'une transformation qui, si elle partait d'un point de départ climatique, in fine, était une transformation sociétale, parce qu'on se rendait bien compte que l'ampleur des transformations dépassait de loin des améliorations incrémentales ou de leviers technologiques séparés. Et notamment, quand on tire le fil, et dès notre lancement, on s'en est rendu compte en 2019, on dit, donc voilà ce que c'est la neutralité carbone. Alors par contre, il y a un certain nombre de limites, parce qu'on se rend bien compte que, par exemple, on ne va pas avoir assez de biomasse pour faire la décarbonation du gaz, des bâtiments et des carburants. Et puis en plus, il y a des enjeux aussi d'adaptation. Et on s'en est rendu compte l'année dernière avec la grosse canicule qu'on a eue en France, ça a permis de mettre ce sujet sur la table. Et puis aussi, on a lancé ça en 2019. 2019, c'est les gilets jaunes. Donc bien sûr, finalement, la taxe carbone comme ça, oui, ça va permettre de financer un certain nombre de solutions, mais ça pose également des sujets d'inégalité, d'équité, d'accompagnement. C'est pas aussi simple que ça. Donc on a bien rendu compte qu'en fait, on a mis un pied dans la porte, mais que derrière, il y avait une avalanche de sujets qui tout d'un coup étaient devant nous. Et du coup, on a repris la même méthodologie, mais pour travailler. Et donc, c'est ce qui a abouti à ce rapport qu'on a lancé le mois dernier, donc qui s'appelle Été 2030, donc été pour étape de la transition écologique, où l'objectif était justement de montrer qu'est-ce qu'il faut en fait avoir fait d'ici 2030. Donc 2130, c'est un peu l'horizon, on va dire, opérationnel. 2050, 2100, c'est là où est-ce qu'il faut. C'est l'horizon, on va dire, d'objectifs. Et aujourd'hui, maintenant, avec le Green Deal, etc., c'est en un horizon court terme de 2030. C'est qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on va devoir faire, mais en prenant une approche inclusive et intégrative. Parce que c'est le sujet intéressant quand on aborde ces sujets avec les entreprises, c'est qu'une entreprise, c'est pragmatique. Donc, le sujet de on va faire du climat et puis après on va faire de la biodive, après on va faire des ressources naturelles, ça marchait pas parce que c'est pas pragmatique, c'est pas efficace, et surtout on va pas avoir le temps de faire 2, 3, 4 transitions successives. Donc il y avait cette question de moi je veux bien faire un plan climat dans ma boîte, par contre j'ai besoin que ce plan climat il soit résilient, et donc finalement qu'il englobe les autres dimensions. Et donc on se rend compte très rapidement finalement que ce plan climat, ça ne peut pas être uniquement un plan climat. Donc voilà un petit peu la méthode qu'on a suivie. Et ensuite, donc on est arrivé le mois dernier, on a travaillé avec nos entreprises, et notamment il y a une quinzaine de CEO des membres de PE qui ont présenté les priorités retenues. Donc je ne vais pas forcément les dévoiler maintenant, c'est pas l'objectif. Là, je vous inviterai à les regarder. Il y a même une superbe vidéo qui est en ligne qui dure 2 minutes, ça vous explique tout. Mais voilà, plutôt, je voulais insister là sur la démarche un peu, pas philosophique, mais voilà, la démarche intellectuelle pour se projeter dans ce type de questions. Et derrière, ça aboutit à un certain nombre de priorités transverses. On a parlé de sobriété de long terme, on a parlé d'équité, d'inégalité, et comment est-ce qu'on articule les uns aux autres. Et c'est l'intérêt d'avoir... c'est un gros travail, il ne faut pas cacher la complexité de ces questions-là, mais le fait de se poser et de les regarder, en fait, il y a sur le sujet le mot clé en fait, d'interdépendance, de comprendre comment les sujets sont articulés les uns aux autres.
Ça permet de comprendre, donc effectivement, on a eu ce sujet climat qui a été un peu finalement un peu une colonne vertébrale, et que dessus, il y a beaucoup de sujets qui vont se greffer et comprendre les articulations, les dépendances des uns et aux autres. Ça permet, in fine, d'avoir quelque chose de robuste, de résilient, et ça parle beaucoup, finalement, aux entreprises, aux acteurs, notamment en interne, parce que le sujet, c'est pas de convaincre les directions développement durable, c'est donner des éléments aux directions développement durable pour aller parler avec la direction générale, pour aller parler avec les autres fonctions, les BU, pour dire effectivement il y a des sujets qui vont tous nous concerner. Je pense notamment l'actualité qu'on a eue les 2 dernières années, que ce soit la guerre en Ukraine, les sujets énergétiques. Si on veut essayer quand même d'être positif, c'est que on en tire un point intéressant, c'est que ça permet d'illustrer concrètement justement les interdépendances entre ces sujets. Et ça donne ensuite beaucoup de force en expliquant justement que le sujet, par exemple, souveraineté, on peut faire le lien avec l'industrie, avec les matières premières, le règlement UE qui vient de sortir, et donc la transformation industrielle, sectorielle, et du coup des choses qui vont parler. Donc c'est voilà, avoir une grille de lecture transversale, ça permet à chaque fois en fait même de connecter les points entre les sujets, et donc de dire oui, effectivement, ça c'est lié à la transition écologique, au projet qu'une entreprise va porter ou à sa stratégie en cours. Merci David, je reprends ce terme de grille de lecture transversale que vous utilisiez à l'instant, de même que le terme d'interdépendance. C'est ce qu'on va explorer là avec nos 3 autres intervenantes, chacune avec leur expertise, leur parcours. Je vais vous poser à chacune des questions un peu similaires, et je vous propose un temps de réponse d'à peu près 3 à 5 minutes pour nous donner votre éclairage. Je vais commencer par vous, Catherine. Selon vous, pour reprendre les mots d'introduction de David, en quoi les enjeux climatiques et les enjeux sociaux sont liés, et en quelle mesure ne peut-on pas faire l'impasse sur les enjeux sociaux quand on essaye de les mener tous les deux de front? Alors merci, bonjour à toutes et tous. Les enjeux climatiques, les enjeux sociaux sont liés, mais David l'a déjà évoqué, parce que c'est des enjeux de civilisation. En fait, le changement climatique, il est ancré dans notre modèle de civilisation, dans lequel il n'y a pas de limite intégrée. Donc en fait, c'est les limites biophysiques qui nous rattrapent. C'est parfaitement normal que ça nous rattrape. Mais ce modèle, nous en sommes pétris dans nos comportements, nos mentalités, nos façons de faire, et on le trouve normal. En fait, c'est juste une normalité construite. Donc il y a un sujet qui est plus anthropologique aujourd'hui, si on veut vraiment aller au fond des choses, et il faudra bien le faire, ce pas de côté. C'est pas seulement en changeant le management ou la technologie qu'on y arrivera. Donc il y a une connexion profonde qui est sociale et sociétale. Sociétale d'abord, je dirais. Et puis moi, j'ai toujours été le regard vers l'Afrique m'y aide, totalement incapable de dissocier les sujets environnementaux et sociaux au niveau des impacts. Parce que quand le changement climatique touche une population de pêcheurs ou d'agriculteurs, par exemple, ou de gens très pauvres, mais en fait, il n'y a pas de distance entre le moment où le dégât environnemental arrive et le moment où la dégradation de la vie des personnes s'opère. Et au Bénin, c'est ce que j'ai vu en 40 ans, c'est une dégringolade. Les gens étaient pauvres, mais ils avaient des agricultures vivrières où ils pêchaient, il y avait de la ressource halieutique. Mais à partir du moment où il n'y a plus tout ça, on descend tellement dans la pauvreté que c'est l'absence de dignité qui apparaît ensuite. Et ce thème de dignité, en fait, il faudrait que ce soit le fil rouge de tout ce qu'on essaye de conserver dans la transition, parce qu'elle est déjà atteinte, dans ces pays-là notamment. Et il y a quelque temps, je vous aurais donné l'exemple de ce qui se passe dans les quartiers inondés de Cotonou, parce que les gens perdent leurs outils de travail ou leur maison. Mais finalement, je regarde la télé et je regarde ce qui se passe dans le Pas-de-Calais, mais je vois que les entrepreneurs qui perdent leur outil de travail ou les gens qui vont perdre le lieu dans lequel ils ont toujours vécu expriment la même détresse. Donc il y a bien un sujet social dans les impacts qui est aussi quelque part la capacité à voir l'avenir, à se projeter dans l'avenir. Il y a un vrai souci de santé, on sait qu'il y a plein de sujets de santé liés au changement climatique, mais il y a un sujet de santé mentale, par exemple. Donc ça fait déjà beaucoup de sujets, à la fois je pense du côté de la racine et du côté de l'impact, et puis après on parlera peut-être des solutions. Merci Catherine, je me tourne à présent vers vous Émilie. Même question, en quelle mesure les sujets climatiques et cette fois les sujets environnementaux sont liés, intrinsèquement unis, et pourquoi on ne peut pas non plus faire cette impasse quand on cherche à lever un peu cette complexité dont nous parlait David en introduction? Effectivement, c'est la bonne question. Du côté du COACT, on est des experts du carbone, donc on a passé 15 ans à parler
tonnes de CO2 et effectivement ces dernières années à œuvrer auprès des organisations pour atteindre cet objectif, contribuer à cet objectif de neutralité carbone après l'accord de Paris, on se rend compte que finalement le climat n'est qu'une des composantes des enjeux environnementaux auxquels les organisations, auxquels la société doit répondre. Ces dernières années, je dirais qu'on a fait 2 constats. Le premier constat, il est scientifique et on a été alimenté par de nombreux rapports. Évidemment, le GIEC, l'instance internationale, le groupement international des experts du climat, qui a aussi publié un certain nombre de rapports sur les océans, sur l'usage des terres, des sols, sur les autres dimensions de notre planète, de notre système Terre, qui nous permet de mesurer évidemment les interdépendances entre le climat et ces autres aspects de l'environnement. Donc voilà, on a eu un certain nombre de nouvelles données, de nouvelles informations scientifiques qui nous permettent d'établir scientifiquement ces interdépendances. Et qui s'est aussi clarifié pour, on va dire, l'ensemble de la société, pour les organisations, pour nous aussi consultants, à travers le concept des limites planétaires. Enfin, il y a eu des rapports et publications sur ce concept du donut et du fait qu'il faut respecter 9 limites planétaires, des seuils à ne pas dépasser et au-delà desquels, justement, on met en difficulté notre système planétaire à maintenir merci, vous suivez, c'est très bien, de notre planète Terre. Et donc on se rend compte effectivement qu'en regardant que le climat depuis de nombreuses années, on fait l'impasse sur tous les autres enjeux. Et donc évidemment aujourd'hui le climat il a un fort lien avec la biodiversité, avec l'acidification des océans, avec le cycle de l'eau, et on ne peut pas non plus considérer que le climat sans considérer l'usage des sols. Voilà. Donc tous ces enjeux sont importants. Donc ça c'est le premier constat, on va dire très macroéconomique, très scientifique. Et puis on a fait un deuxième constat ces dernières années aussi, avec les propres organisations avec lesquelles nous travaillons, que de se concentrer que sur le climat ne permet pas en fait de faire la bonne transition climatique, la bonne transition écologique. Et j'aime bien ce que tu disais, David. Et en tout cas, un grand bravo à EPE pour avoir publié très récemment cette étude, parce que nous avons aussi besoin, les entreprises ont besoin de ce type d'études sur lesquelles se sont penchés des experts, des entreprises, des experts scientifiques, sociologiques, pour cadrer en fait le sujet et accompagner de manière plus conceptuelle aussi la transition des organisations. Et donc au niveau des entreprises, des organisations, le constat qu'on a pu faire, c'est que parler que climat ne suffit pas pour ambitionner d'atteindre au milieu du siècle cette neutralité climatique mondiale. Parce qu'en fait, justement, il y a d'autres interférences, interdépendances sur les enjeux environnementaux à considérer. Et donc, je disais, j'aimais bien ce que tu avais mentionné tout à l'heure, on ne pourra pas faire plusieurs transitions. Et donc, on n'a qu'une transition, elle est écologique nécessairement, elle doit considérer tous les enjeux environnementaux. Après, on peut prendre quelques exemples. Si on prend l'exemple, par exemple, du cycle de l'eau, on se rend compte que l'usage de l'énergie et le cycle de l'eau sont fortement dépendants. Pour le secteur énergétique utilise énormément, et quelles que soient les sources énergétiques, énormément d'eau. L'année dernière, le secteur énergétique au niveau mondial a utilisé 370 milliards d'eau pour produire de l'énergie. Nous avons besoin de cette énergie aussi pour extraire de l'eau. La rarification de l'eau dans certaines zones du monde aussi va être problématique, justement pour assurer aussi cet usage de l'énergie. L'eau est aussi un enjeu majeur dans le secteur de l'agroalimentaire. Il est majeur dans le secteur du textile. On travaille énormément dans le secteur du textile, notamment. Donc on voit que justement réduire les émissions, ambitionner d'atteindre cette neutralité carbone ne suffit pas, et qu'il faut considérer les impacts sur la biodiversité, les impacts sur le cycle de l'eau, et réciproquement dans cette dimension aussi de double matérialité. Mais je pense que j'aurai l'occasion d'en reparler, de l'interdépendance de l'environnement sur les organisations, les entreprises, et réciproquement les organisations sur l'environnement. Merci beaucoup, Émilie, pour cette première réponse, pour ce double regard à la fois macro-scientifique, puis ensuite on a glissé vers les entreprises. Parlons des entreprises justement, et de celles pour laquelle vous travaillez, Mathieu. Il a été question de faire une seule transition. Alors ma question serait la suivante: comment se manifestent ces sujets hors climat dans l'entreprise? Comment est-ce qu'on gère cette complexité?
quelles difficultés est-ce que ça fait apparaître? Déjà, en propos préliminaires, je pense qu'il faut quand même se réjouir qu'aujourd'hui on puisse avoir une table ronde qui s'appelle sortir du climato-centrisme, parce que ça veut dire qu'il y a assez de maturité, de compréhension des enjeux climatiques pour qu'on se pose d'autres questions. Ce n'était pas le cas il y a 5 ans, il y a encore moins 10 ans, et donc on a quand même mené collectivement un long chemin pour pouvoir parler des enjeux climatiques. Comprendre son impact climatique, c'est déjà relativement complexe à faire. En tout cas, si on veut avoir une idée précise, on pourra revenir avec les experts du carbone. Mais compter le carbone, voilà, il a fallu 10-15 ans et on est encore loin du compte pour calculer le carbone, notamment sur le scope 3, qui est le principal impact d'un distributeur, c'est lié au produit. Donc c'est là où nous, on cherche à calculer les émissions carbone de nos fournisseurs. Et il y a encore un long chemin à faire. Mais évidemment, quand on rentre dans le sujet climatique, on rentre sur le sujet des interdépendances et on voit assez rapidement qu'il y a d'autres impacts et qu'il y a d'autres enjeux, notamment évidemment celui de la biodiversité et aussi des impacts sociaux, parce que pour le coup, les transitions qu'on doit faire, elle a forcément un coût et elle a forcément un impact. Ne rien faire a aussi un coût et aussi un impact, y compris social, mais la transition qu'on va faire a évidemment aussi ce même coût social pour un certain nombre de personnes qui ne vont pas se reconnaître dans les transitions. On peut parler des véhicules électriques. Il y aura évidemment un coût social pour une partie de la population si on n'est pas capable d'accompagner les populations dans la capacité de se déplacer avec des véhicules électriques ou d'autres méthodes. Donc effectivement, il y a une interdépendance qui est assez forte entre les sujets. La difficulté qu'on a quand on parle de cette interdépendance, c'est qu'on n'est pas sur un sujet compliqué. Je vais juste rappeler la différence entre compliqué et complexe. Compliqué, une montre à cadran avec des aiguilles, ça peut être compliqué dans le mécanisme. Mais vous savez que si vous touchez telle pièce, la montre va se mettre à marcher, que si vous touchez telle autre pièce, ça peut la bloquer. Par contre, nos enjeux, ils sont complexes, c'est-à-dire c'est le plat de nouilles. Quand vous tirez une nouille, tout bouge et vous ne savez pas très bien finalement les conséquences d'avoir bougé telle nouille dans le plat plutôt que telle autre. Et en fait, c'est un peu la difficulté qu'on a. C'est-à-dire qu'on prend le sujet du climat, on va commencer à mettre en place des politiques climatiques, on va se dire, tiens, nous, dans la distribution, il faudrait plus de protéines végétales, moins de protéines animales. Et quand vous commencez à rentrer là-dedans, vous dites, mais finalement, quels sont mes impacts, y compris mes impacts sociaux, les impacts sur les filières agricoles. Et là, vous ouvrez des milliards de questions. Et évidemment que si vous voulez adresser que de l'impact positif en vous disant, ma transition ne doit avoir aucun impact négatif, vous allez être vite figé. Parce que malheureusement, à un moment, on va faire des choix et on va faire des réformes. Et toute réforme va avoir un impact pour une partie du secteur. Et donc on se retrouve dans cette complexité-là et très honnêtement en entreprise c'est très compliqué d'adresser l'ensemble des impacts et de cette complexité. Donc à un moment on en revient quand même à des choses qu'on sait faire, c'est-à-dire qu'on va séparer les sujets, on sépare les sujets et on essaie de les adresser les uns après les autres ou de manière en crabe, en essayant ensuite de refaire des liens entre ces sujets. Mais si on veut adresser l'ensemble de la complexité des enjeux climatiques, des enjeux de biodiversité, des enjeux environnementaux et des enjeux sociaux, j'ai un peu peur qu'on passe beaucoup de temps à se parler sans jamais rien faire. Donc effectivement, dans l'entreprise, je pense qu'on est un certain nombre à avoir fait ça, on a pris les sujets les uns avec les autres, et on essaye ensuite de faire des liens, et de plus en plus de liens, et les liens deviennent de plus en plus évidents au fur et à mesure qu'on a une meilleure compréhension des impacts. Donc évidemment, on a tous commencé par le climat, et on a tous commencé par calculer une trajectoire climatique. Aujourd'hui, quand nous, on discute des enjeux climatiques, le principal enjeu aujourd'hui, c'est donc les produits, c'est donc une discussion qu'on a avec nos fournisseurs. On va parler avec eux de leur propre stratégie climatique, et à un moment de la discussion, on va arriver sur les enjeux de biodiversité. C'est-à-dire que pour le domaine agricole, on va arriver, nous, avec la plupart de nos fournisseurs, à parler des problématiques de sol, de biodiversité, d'eau. Et donc là, on va reparler biodiversité. Donc on parle bien du climat pour arriver sur des enjeux de biodiversité et des enjeux très divers. Et donc après, on doit développer des plans d'action qui sont cohérents. Et peut-être que le sujet qu'on a le plus de mal à appréhender aujourd'hui, c'est sans doute l'impact social. C'est effectivement, on va parler de tous ces enjeux-là. Et à un moment, eh bien, quel va être l'impact sur les personnes qui travaillent les sols, sur les méthodes de travail, sur les conditions de travail, etc. Je pense que c'est effectivement encore un sujet où dans les stratégies globales qu'on essaie de développer, on a plus de mal à appréhender ce réel impact. On arrive à appréhender l'impact du risque climatique, de la non-action, des vagues de chaleur. Nous, on sait que voilà, le fait qu'il y ait plus de vagues de chaleur va avoir un impact sur les conditions de travail de nos salariés, éventuellement les supply chains. Mais quand on parle de la transition, d'aller d'un modèle vers un autre,
l'impact social est plus compliqué à évaluer et à comprendre, et en tout cas à anticiper. Et donc on est dans ces contraintes-là. Et dernière contrainte, c'est évidemment l'impact financier de cette transition, puisque quand on parle de transformation, on va parler à un moment d'investissement, de CAPEX, d'OPEX à mettre sur la table pour faire cette transformation. Et donc ça, c'est aussi la dernière variable qu'il faut prendre en compte dans nos plans. Voilà. Donc moi, mon conseil, c'est à un moment, il faut quand même resserrer les sujets, parce que sinon, on ne pourra pas avancer. Merci Mathieu, merci d'avoir souligné aussi au début de votre prise de parole la notion de maturité. On est quand même aussi sur une table ronde qui s'appelle sortir du climato-centrisme, et dans ce que vous disiez, j'entends qu'on commence par le climat, puis on peut aborder d'autres sujets comme la biodiversité, un peu en cascade. Il y a néanmoins visiblement un parent pauvre, et je vous voyais hocher de la tête Catherine. Je vous adresse maintenant une question à tous les quatre, et Mathieu a commencé à y répondre. Quelles sont selon vous les difficultés donc qu'on a? Mathieu parlait de séparer pour ensuite refaire du lien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche? Est-ce que vous voyez des difficultés à croiser les thématiques, avec du chevauchement, à savoir par où commencer et peut-être se limiter un petit peu? Catherine, je vous propose de prendre la parole là-dessus. Je laisserai David et ensuite Émilie compléter les prises de parole avec leurs éléments. Oui, je rebondis en effet sur le propos de Mathieu, moi qui parlais du volet social. Moi, c'est ce à quoi je me suis le plus attachée en me demandant, en posant la question, pas seulement de l'impact social de la transition climatique sur donc l'impact social, donc en termes de conséquences, mais quel rôle le volet social peut jouer de manière proactive dans l'accélération de la transition. Et j'ai passé plusieurs mois à travailler sur une formation pour Ecolin, parce que Arnaud m'a donné la chance de creuser vraiment ce sujet. Donc c'est une formation qui est au catalogue, qui s'appelle « Manager les enjeux sociaux de la durabilité ». J'étais convaincue au départ qu'il fallait traiter ce sujet en réaction au climato-centrisme que je voyais s'installer, mais en fait, plus j'ai travaillé sur la question, plus je pense que les effets de levier les plus puissants, ils sont du côté social de la question. Et donc on peut traiter d'abord le sujet parce que c'est une priorité des collaborateurs, pour commencer. Les collaborateurs, quand on leur pose la question, ils veulent d'abord de la santé-sécurité, de la qualité de vie au travail. C'est quand même une partie prenante majeure. Ils ne sont pas spécialement entendus, parce que justement ces sujets-là sont plutôt repartis dans l'ombre. On n'est pas très bon en France là-dessus. Donc si on veut de l'engagement des collaborateurs sur d'autres sujets, notamment la transition écologique, il faut peut-être commencer par répondre à leurs priorités. Le deuxième aspect, pour moi, c'est que ces enjeux ne sont pas seulement des prérequis, la santé et sécurité en est un, mais les accélérateurs que peuvent constituer une plus grande diversité dans l'entreprise, une plus grande diversité dans les instances de gouvernance, plus de visions du monde, plus variées. Mais il me semble que si on change quelque chose dans le facteur humain, dans la mentalité des dirigeants, là on a quelque chose d'hyper puissant, qui le sera plus que le reste. Et puis enfin, il y a une question à traiter sur un plan plus politique, parce que le volet social, il n'a pas encore son business case comme peut l'avoir le climat. Parce que si le climat, depuis les accords de Paris, est une réelle préoccupation de l'entreprise, qu'on est en train de commencer à trouver l'alignement entre les investisseurs, les entreprises et l'environnement, et le citoyen au bout, mais c'est super, c'est ça qui nous fait décoller. Et j'ai connu la Tony sur ces sujets-là aussi pendant 20 ans, donc je ne vais surtout pas regretter qu'on traite la question du climat. Mais en fait, sur le volet social, on n'en est pas là. On ne l'a pas, cette incitation pour l'instant. On est obligé donc d'être proactif et de ramener le sujet des droits humains, de la lutte contre le mal-être en entreprise. Et c'est mon combat aussi, en même temps. Et après, dernière chose, sur la partie solution, moi je reste très attachée à la fonction RSE dans sa vision holistique et systémique, à condition de l'endosser comme ça, parce que si on part effectivement chacun dans son couloir, et il y a 1000 façons de traiter la question RSE en entreprise, mais la vision partie prenante d'abord, matérialité d'abord, mais c'est celle-là qui va faire qu'on ne va pas oublier les sujets et qu'on saura les relier les uns aux autres. Et je m'arrête là pour l'instant. Merci Catherine. David, Émilie, la parole est à vous. Oui. Merci Mathieu de nous avoir remis dans les difficultés opérationnelles. Et effectivement, c'est un vrai point. Une fois qu'on avait dit ça, c'est comment on fait. Les points clés, c'est d'avoir des cadres au début. Émilie, tu en as évoqué plusieurs tout à l'heure. Le donut, les limites planétaires, les ODD, c'est des bons cadres de départ parce que ça permet effectivement de positionner les différents sujets et de comprendre les interactions. Et avoir cette grille de lecture, effectivement, ça permet d'avoir les bons réflexes, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir le réflexe des ordres de grandeur. C'est-à-dire, effectivement, l'ordre de grandeur, c'est la question de ce qui va être matériel
ou pas. Donc, est-ce que ça vaut le coup d'aller regarder? Ou effectivement, je suis un distributeur, je regarde les enjeux distributeur alimentaire. Oui, effectivement, la biodiversité, ça va quelque chose d'énorme. On vient l'eau et ça tire ensuite l'eau, etc. Et au contraire, voir des choses, est-ce que ça va être beaucoup moins matériel, et comme ça permet aussi de savoir si si c'est d'autres personnes qui disent oui, et sur ce sujet, ça arrive tout le temps quand on regarde, on parle climat, quelqu'un va dire et biodiversité, et eau, et ressources naturelles, etc. Et donc il faut être capable de répondre à ça, et donc avoir de connaître les articulations et les ordres de grandeur. Voilà, on a différents nœuds, différents liens. Est-ce que c'est un gros lien? Est-ce que c'est un petit lien? Sinon, on est perdu et on va être perdu. Donc, il faut avoir cette base-là. Et donc, commencer par le carbone, oui. Et pour des raisons simples, c'est que le carbone, c'est un sujet mature aujourd'hui. Il est mature d'un point de vue scientifique, d'un point de vue politique et d'un point de vue managérial. C'est-à-dire qu'on a cette chance d'avoir l'équivalent en tonnes de CO2, ce qu'on n'a pas pour beaucoup d'autres sujets. Donc ça permet de se connecter au mode de fonctionnement de l'entreprise, avoir des réflexes, etc. Donc nous, on l'a vu quand on travaille avec des gens de plein de directions différentes, que ce soit dans les achats, dans l'IT, etc. Et commencer le sujet par le sujet carbone, ça permet en fait de... Tout de suite, c'est bien un peu plus pratique sur les gens, ça permet de leur donner des réflexes, de comprendre des idées de mesure, de matérialité, de grandeur, et puis ensuite, naturellement, les personnes vont pouvoir répliquer ces réflexes-là à d'autres sujets. Donc voilà, on va dire le carbone, ça peut être un bon cheval de Troie pour mettre le pied à l'étrier, si on fait une double métaphore équine. Donc voilà un petit peu les points que je voulais mentionner. Alors de mon côté, les difficultés, je vais commencer peut-être par des difficultés qui ont presque disparu, qui n'en sont plus, puisque on parle de ce sujet quand même depuis de nombreuses années, et je dirais que jusqu'à encore très récemment, la principale difficulté, c'était d'embarquer le management, en tout cas la direction des organisations, à s'engager. Le climat était jusqu'à présent l'enjeu sur lequel les CEO, les PDG étaient les plus engagés, avec des engagements net zéro. Cette année, avec la mise en œuvre de la CSRD, donc la directive européenne sur le reporting, la comptabilité sur la durabilité, permet enfin d'embarquer tous les sujets désormais liés à la durabilité, le climat et tous les autres enjeux environnementaux. Et donc je dirais qu'on démarre l'année 2024 avec une obligation réglementaire qui fait qu'aujourd'hui, les organisations en 2024 vont faire ce premier exercice, en tout cas les entreprises qui sont concernées par la directive précédente de reporting non financier, donc extra-financier. À partir de 2025, la majorité des entreprises vont être concernées. Les dirigeants vont même avoir une responsabilité civile et pénale par rapport à cette exigence de reporting sur l'ensemble des enjeux liés à la durabilité. Et puis, ce reporting va devoir aussi être audité par des tiers indépendants qui eux-mêmes doivent répondre aux exigences des autorités comptables qui aujourd'hui sont sur des normes comptables financières. Et donc le champ va s'étendre aussi sur cette partie-là aussi de la haute autorité de la supervision des normes comptables. Donc on est en 2024, j'ai envie de dire, dans un changement d'environnement, de contexte pour lever cette difficulté d'embarquer la direction aussi dans cette ambition de durabilité. La CSRD va vraiment accélérer les choses. La deuxième difficulté, c'est la boîte à outils, évidemment, puisque ce qui ne se mesure pas ne se réduit pas. Donc la première difficulté, c'est d'avoir les bonnes méthodes pour compter. Alors le carbone, on est assez avancé, même s'il y a encore des enjeux méthodologiques sur certains sujets, notamment en lien avec le vivant, la biodiversité, sur les enjeux de puits carbone naturel, séquestration, permanence de la séquestration de la forêt, de l'agriculture. Il y a toujours des petits enjeux, mais néanmoins la boîte à outils climat, c'est bon. Biodiversité, c'est toujours un petit peu complexe, et puis on a d'autres sujets sur lesquels il y a des méthodes toujours et encore à développer. Le troisième enjeu, qui moi me semble être l'enjeu assez majeur sur 2024, pour la difficulté en travaillant avec des organisations, c'est la question au sein des entreprises d'avoir les bonnes données, les bonnes informations. Toute cette structuration du système d'information, de la collecte des données,
donné et me semble-t-il, l'enjeu majeur, notamment pour répondre à cette exigence de la CSRD. Et là, voilà, c'est un certain nombre de réunions internes, de temps qui va être dédié dans la majorité des entreprises pour structurer ce fameux reporting. Alors le climat, encore une fois, c'est le bon élève parce que ça fait longtemps qu'on y travaille de la classe, mais sur les autres sujets, les entreprises se mettent réellement à y travailler. Alors, il y a l'aide quand même de ce nouveau cadre réglementaire qui est vraiment un cadre de référence européen unique, la CSRD, avec 12 normes européennes, les fameux ESRS pour ceux qui sont déjà dans le bain du sujet, les standards sur chacun des enjeux liés à la durabilité. Donc évidemment, il y a le climat, mais il y a aussi la biodiversité, il y a les polluants atmosphériques, il y a l'eau, il y a les enjeux sociaux, évidemment, enjeux primordiaux. Voilà, donc les organisations sont aidées, mais on est dans la première expérience, donc c'est un peu le baptême pour tout le monde sur cet exercice 2024. Voilà, donc difficulté. Et je dirais la quatrième point que je voudrais mettre en évidence, c'est plutôt un enjeu qu'une difficulté, mais c'est ensuite la mise en œuvre de la transformation. Je crois qu'on a bien compris que l'enjeu, c'est pas qu'un exercice de reporting, la CSRD, le fait que les entreprises veulent identifier les impacts, mesurer leurs risques, c'est évidemment pour transformer les modèles de nos entreprises, pour faire en sorte que les entreprises puissent se développer aux limites, et opérer dans les limites planétaires, les enjeux dont on parlait tout à l'heure. Voilà, donc cette mise en œuvre et cette transformation, je pense que c'est un enjeu qui va nous porter les prochaines années, voire les prochaines décennies. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement, il y a plusieurs clés d'entrée. Moi, je peux vous raconter ce qu'on essaye de faire au sein de notre entreprise et puis après revenir sur la CSRD, qui effectivement a pour but d'essayer de connecter les enjeux entre eux. Enfin, c'est un peu l'ambition de la CSRD. Alors, je vais commencer par ça peut-être. L'ambition de la CSRD, c'est effectivement de dire qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux humains, il y a des enjeux environnementaux, de gouvernance, et on va comprendre finalement les impacts qu'a l'entreprise sur son environnement externe, et puis on va essayer de comprendre comment l'environnement externe, notamment les enjeux climatiques ou environnementaux, ont un impact sur l'entreprise et notamment un impact financier. Et qu'on ait une vision finalement holistique de l'entreprise, pas d'un côté la finance, de l'autre les enjeux ESG, mais globaux, et qu'entre eux ces enjeux puissent être liés. Donc ça, c'est un peu le défi de la CSRD. Le risque de la CSRD, c'est que ça soit surtout un exercice de compliance, parce qu'effectivement on parle de 600 à 800 data points, c'est-à-dire d'informations qu'il va falloir fournir. Donc pour des entreprises comme les nôtres, la marche elle est un peu haute, mais on sait l'affronter parce que ça fait 15 ans qu'on fait du reporting ESG. Évidemment, pour des PME, ça va être beaucoup plus compliqué. Et là, il y a des champs de formation à faire, beaucoup de formations à faire et beaucoup de compétences qui manquent sur le marché pour pouvoir mettre en place ces démarches-là. Donc ça, c'est un outil qui est à notre disposition pour connecter les enjeux. Si je reprends nous ce qu'on a essayé de faire, effectivement, on est parti du climat, comme on le disait tout à l'heure, d'où le thème de la table ronde, parce qu'effectivement, le climat est le sujet qui, suite à l'accord de Paris, aux méthodologies qui ont été mises en place, est devenu le plus mature pour compter, calculer, expliquer. Et ensuite, il y a eu des outils aussi de sensibilisation qui sont arrivés, comme la fresque du climat, qui a été un formidable outil pour embarquer en fait les personnes dans les entreprises. Et nous, ce qu'on essaye de faire depuis quelques temps, c'est effectivement de reconnecter finalement les stratégies climat qui sont écrites, qui sont un peu sur les PowerPoint, avec les personnes qui doivent les porter demain. Donc déjà, ça, c'est le premier enjeu. Donc pour faire ça, on a formé par exemple en début d'année 2023 l'ensemble de l'équipe de la centrale d'achat chez nous aux enjeux climatiques. Donc on a fait une formation de 3 heures où on leur a expliqué ce qu'étaient les enjeux du changement climatique, ce qui se passait. Ça, globalement, les gens commencent à bien comprendre ce qui se passe, mais une piqûre de rappel est toujours nécessaire et utile. Et ensuite, on leur a expliqué ce qu'était un scope 1, un scope 2, un scope 3, comment on décryptait une trajectoire carbone d'un fournisseur, qu'est-ce qu'il fallait regarder, les subtilités de la déconsolidation carbone, etc. etc. Ce qui a été un élément... alors moi j'étais assez bluffé par la capacité d'embarquer les équipes achats, ce qui n'était pas forcément évident au début. On arrive, on va leur parler climat, stratégie carbone, alors qu'ils sont évidemment beaucoup sur des enjeux de prix en ce moment avec l'inflation. Et en fait, pas du tout. Il y a eu une envie de participer, de s'approprier les enjeux et de creuser les enjeux qui est assez phénoménal. On a eu un taux de participation de 98%, on a fait 600 heures de formation qu'on a animé nous-mêmes
au sein de la direction RSE, parce que justement, on avait la capacité à parler le même langage que nos acheteurs, et donc on les a complètement embarqués. Et évidemment, on commence par le climat et on commence par ces sujets-là. Comme je le disais assez rapidement, une fois qu'ils ont compris les sujets, on va commencer à parler davantage biodiversité et on va commencer à rentrer dans les problématiques de leur catégorie de produits. Et selon leur catégorie de produits, les enjeux ne sont pas les mêmes. Certains vont être plus focalisés sur l'eau, d'autres sur l'approvisionnement des matières premières, sur les sujets de forêt, déforestation, notamment avec le règlement européen qui arrive. Et là, on va pouvoir développer d'autres outils pour embarquer les équipes. Typiquement, on va tester la fresque du vin avec l'équipe qui est en charge des achats du vin. Et là, on va parler uniquement biodiversité. On ne va pas parler vraiment de climat, on va surtout parler des enjeux de biodiversité. Donc, au fur et à mesure, on embarque les équipes comme ça. Et évidemment, la fresque du climat nous y aide et on a fait des fresques du climat assez largement. Le deuxième outil qu'on peut utiliser, et moi je vous incite à utiliser, c'est le dialogue social. En 2014, on a signé un accord sur la RSE avec nos organisations syndicales. À l'époque, c'était un instrument qui était un peu étonnant, d'autant qu'on ne parlait pas que des sujets RSE au sens souvent de diversité, lutte contre les discriminations. On avait embarqué tous les sujets d'offres produits, de supply chain et liés à l'environnement. Et honnêtement, au début, les discussions portait beaucoup sur les sujets sociaux. Aujourd'hui, l'agenda, il a vraiment shifté et on voit les organisations syndicales, nos représentants, qui aujourd'hui s'intéressent et nous remontent des points liés justement aux problématiques environnementales dans nos magasins, des difficultés, des sujets sur lesquels il y a 4-5 ans, ils étaient assez peu présents. Et là, on voit, notamment avec la loi, je crois, il y a une obligation que ça soit traité dans les CSE, il y a une formidable opportunité pour embarquer nos collaborateurs via les organisations syndicales en parlant de ces sujets-là dans ces instances-là et en les incitant du coup à remonter aussi la réalité du terrain, parce que c'est ça qui nous manque nous dans les directions. Évidemment, c'est un moment de bien reconnecter avec les priorités de nos équipes et ce qu'on nous on va dire au niveau d'un plan climat global et ce qui est vécu dans un magasin, parfois il y a un écart qui peut être assez significatif. Les sujets de gaspillage alimentaire vont évidemment être très prégnants pour les équipes magasins parce qu'elles vivent le gaspillage alimentaire dans les magasins. Là où peut-être nous, sur notre stratégie climat, le gaspillage alimentaire est moins important parce qu'en termes d'impact, quand vous regardez à l'échelle du groupe sur l'ensemble de ces impacts, le gaspillage alimentaire, ce n'est pas le sujet prioritaire en fait. Il est important, je ne dis pas, mais ce n'est pas le premier sujet en termes d'impact CO2. Donc ça, c'est un deuxième instrument. Le troisième instrument qu'on a utilisé, c'est effectivement l'engagement volontaire des collaborateurs. Et donc, on a créé un réseau de collaborateurs engagés pour le climat pour justement fédérer tous les collaborateurs qui voulaient s'engager sur les sujets climatiques, partager leur retour d'expérience et nous aider aussi du coup, à remonter un certain nombre de propositions ou de sujets qu'ils peuvent avoir. Et donc ce réseau, on le crée sous le format des réseaux mixité que vous connaissez, qui ont fait leurs preuves sur les sujets d'égalité professionnelle. Et donc ce sont des collaborateurs volontaires avec un comité de pilotage animé par ces collaborateurs qui vont justement travailler, discuter ensemble, partager leur retour d'expérience, les outils de formation qu'ils utilisent et les suggestions qu'ils peuvent faire à l'entreprise pour améliorer ses pratiques. Et c'est une manière d'embarquer sur les sujets climatiques et assez rapidement biodiversité l'ensemble des équipes et effectivement d'éviter qu'on ait finalement quelque chose d'assez froid qui soit des stratégies climat mais qui ne soit pas incarné par les collaborateurs. Et donc c'est une manière d'essayer finalement de lier les différents enjeux, et y compris l'impact social ou sociétal de l'entreprise sur ces enjeux. Merci Mathieu. Je vais vous poser une dernière question avant que nous prenions aussi des questions de la part du public et des gens qui nous suivent également en ligne. Je rebondis sur la fin de votre phrase qui était de lier les enjeux. Chacun à votre manière, vous avez déjà commencé à donner des pistes. David nous parlait de la comptabilité carbone qui devient un réflexe managérial. Est-ce qu'on pourrait l'avoir sur d'autres sujets? Émilie, vous nous avez emmené sur le terrain réglementaire et comment la CSRD amène ses approches holistiques. Mathieu, vous avez souligné le côté proactif de l'engagement des équipes qui a été également évoqué par Catherine. Continuons sur ce sujet. Pour sortir du climato-centrisme, comment voyez-vous d'autres pistes pour continuer à travailler cette interconnexion et essayer de faire bouger l'entreprise pour une seule et même transition, puisque c'est un terme qui a été évoqué? Y a-t-il d'autres choses que vous souhaiteriez partager? Moi, je rebondis sur la question du dialogue social. Alors, j'avais l'impression que ça ne marchait pas si bien que ça, l'introduction du thème environnemental, parce qu'il y a des questions de partage de la valeur qui sont passées entre-temps à cause de l'inflation. Mais tant mieux si chez Casino ça fonctionne, parce que le fait que nous ayons assez longtemps... Moi, j'étais responsable RSE et je travaillais à côté des syndicats, mais je n'ai jamais pu travailler avec eux.
Et j'ai un fort regret là-dessus, parce qu'en fait, tant qu'on oppose ou qu'on met en balance les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux, on ne s'occupe pas de la transformation des emplois, parce qu'on ne peut faire ça qu'avec les syndicats. Et on n'arrive pas encore à poser complètement le constat de la transition des emplois et des compétences en entreprise. Il n'y a pas une anticipation formidable. Ça se fait seulement dans certains secteurs, là où quelques syndicats ont pris les choses en main, comme l'automobile. Mais ça me semble en fait la partie immergée de l'iceberg qui fait qu'on ne va pas vite. C'est qu'il y a une crispation sur l'emploi et elle est bien naturelle. Donc je ferai tout, moi, et c'est mon public favori, en fait, c'est les représentants syndicaux et c'est les RH. Et c'est les gens du QSE aussi, les gens HSE et QSE, parce que je sais qu'ils ont du potentiel pour aussi traiter ces sujets-là, parce que la vision transversale dans l'entreprise, ils l'ont déjà. Et le fait, comme disait Mathieu également, que c'est chaque collaborateur qui peut apporter quelque chose à cette transition, parce qu'on arrive à ne plus avoir des oppositions entre les convictions personnelles et ce qu'on doit faire en entreprise. C'est quand même une occasion de souffrance très longtemps que dans l'entreprise, on n'ait pas pu faire état de son intérêt pour l'environnement, de son envie de changement. C'est maintenant, ça peut être un atout dans son métier, j'ai l'impression, dans certaines entreprises. Donc c'est formidable, profitons-en. Profitons-en. Aussi, si vous souhaitez avoir un dernier moment de prise de parole sur le sujet, avant que nous prenions des questions du côté du public, Émilie, David. Alors, des idées, moi j'en ai pas une, j'en ai 12. Donc je vais pas raconter les 12, mais en fait c'est les 12 priorités qu'on a identifiées dans le cadre de notre travail été 2030. Il y en a juste peut-être 2 ou 3 que je voudrais mettre en évidence pour bien illustrer les enjeux clés. Quand on disait avoir un cadre de réflexion holistique, aussi l'intérêt, et j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est que ça aussi permet d'identifier les bonnes solutions et d'éviter les fausses bonnes idées. Parce que notamment en prenant en compte les effets rebonds ou les effets de transfert qu'il va y avoir en mettant en place, en actionnant un levier. Dans l'histoire des pollutions, c'est arrivé de tout temps. Et donc nous, en fait, ça nous a permis d'initier avec les entreprises un gros sujet sur la sobriété, et la sobriété notamment collective et de long terme. Puisqu'on se rend compte que dans beaucoup d'autres solutions, on va avoir des effets, et celle qui est la plus, entre guillemets, propre, c'est la sobriété. Par contre, ça soulève beaucoup d'autres questions, notamment en termes de modèle économique pour les entreprises, etc. Mais ça permet, on va dire, voilà, il y a 2 ans, la sobriété, c'était un mot tabou dans les boîtes. On ne pouvait pas en parler. Maintenant, c'est un mot que certains PDG peuvent prononcer. Parce que justement, en ayant progressé sur la description du paysage, on a identifié ce sujet-là. Donc de comprendre que c'est des sujets ayant de pratiques individuelles, mais également de pratiques collectives sur la sobriété, ça c'est une façon justement d'aborder l'ensemble de ces sujets. Parce qu'on voit qu'il y a des co-bénéfices sur tous les sujets avec cette approche-là. Le deuxième point qui est connecté, c'est le sujet du dialogue. Vous avez mentionné le dialogue social. Évidemment, parce que quand on regarde tous ces enjeux-là, en fait, on se rend compte que c'est des enjeux où chacun va avoir un levier ou un contrôle limité sur le levier qu'on peut manipuler. Donc, une fois qu'on a compris ça, l'action collective devient incontournable. Et pour la faire, il faut dialoguer avec ses voisins, que ce soit des voisins industriels dans les chaînes des valeurs, mais également ses voisins au sein de l'entreprise, donc avec les OS. Et puis on va dire, c'est finalement ensuite derrière, ça va être des liens entre les entreprises, entre les consommateurs. Donc voilà. Donc nous on a un peu travaillé sur ce triptyque pouvoir public, acteurs économiques et citoyens sous toutes ces casquettes, que ça soit sous la casquette consommateur, employé, usager, citoyen, donc on va dire électeur. Donc voilà, en fait, il y avait un peu cette idée à un moment que chacun doit faire sa part dans ce triptyque. Donc oui, dans une certaine mesure, mais surtout derrière, c'est que les gens ces différents acteurs doivent travailler ensemble pour certaines solutions qui pourront advenir que si tout le monde en a conscience et travaille dessus. Donc cet aspect de dialogue, de construction devient vraiment essentiel. Donc ça peut paraître un petit peu théorique, mais on se rend compte que sur beaucoup de solutions, ça devient incontournable. Et donc pour une entreprise, pouvoir nouer des liens avec notamment le territoire, parce que c'est aussi le carbone, c'est un sujet
global. Mais quand on regarde le sujet biodiversité, adaptation, eau, c'est des sujets qui sont intrinsèquement locaux, donc au niveau des sites. Et donc ça suppose, tu vois, de pouvoir dialoguer en local. Donc là, du coup, ça va être avec les riverains, avec les autorités locales. Et donc c'est un peu aussi un changement de manière de faire, donc d'avoir des capacités de dialogue, donc à la fois pour s'informer, mais également pour partager de l'information. Donc il y a comme ça des petits shifts de logiciels qui permettent d'avoir cette approche plus exhaustive. Je rajouterai, parce que beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, de ma fenêtre, ce que je vois auprès des entreprises, des organisations avec lesquelles on travaille, c'est que c'est une opportunité en fait de travailler différemment. Donc je ne sais pas si le terme c'est vraiment mutualiser, comment mutualiser pour couvrir l'ensemble des enjeux au-delà du climat, mais je parlerai peut-être dans un langage plus d'entreprise aussi d'optimisation. Notre temps nous est compté, nous n'avons que 24 heures dans une journée et voilà, une année pour faire progresser nos sujets dans un cadre comptable annuel. Donc aujourd'hui, on a cette opportunité aussi avec cette directive CSRD qui ne doit vraiment pas être qu'un exercice de mise en conformité, de compliance, comme on dit. Et je crois que voilà, les entreprises ont aussi compris que c'était l'opportunité d'optimiser ce temps pour travailler différemment, pour repenser la manière dont les sujets sont traités, pour travailler en profondeur avec l'ensemble des informations à collecter. Et puis voilà, se donner l'opportunité de pouvoir vraiment transformer. Donc je crois que ça c'est assez intéressant, c'est qu'on est peut-être pas que dans la mutualisation, mais voilà, dans l'avancée plus optimale pour traiter les sujets. En tout cas, cette année va être un premier exercice et intéressant de pouvoir en faire un bilan l'année prochaine. Tout à fait, ouais. Dans cette approche de mesure aussi et de se donner des points de données dont vous parliez aussi. Merci pour ces regards croisés et je vois qu'il y a plein de rebonds entre les différentes prises de parole. Je me tourne à présent vers le public, en présentiel avec nous à l'Hôtel de l'Industrie ou en ligne. Y a-t-il des questions qui ont jailli dans vos esprits suite aux riches échanges auxquels nous avons déjà assisté ? Je vois que sur les participants en ligne, nous avons quelqu'un. Oui. Donc c'est une question hyper intéressante de la part de Cyril qui se demandait: est-il possible d'établir un langage mondial commun pour unifier et simplifier le paysage actuel complexe des normes et labels, notamment en considérant la dynamique entre ISSB et EFRAG dans le contexte de la CSRD? Et j'ajoutais, si vous aviez un petit commentaire politique ou paradigmatique pour essayer de définir cette opposition qu'il pourrait y avoir dans le monde sur la création de ce langage commun, ce serait hyper intéressant. Merci pour la question, je me permets en introduction de vous proposer de résumer à chaque fois ce que va dire ISSB, EFRAG, etc. pour que nous puissions parler au maximum de personnes qui nous suivent. Et je trouve que la question fait écho à la question de parler le même langage dont vous parliez, Mathieu. La parole est à vous cette fois. Moi, un petit mot sans rentrer trop dans la partie technique. On a quand même universellement les ODD en ligne de mire, donc ne les oublions pas complètement. On en connaît leurs défauts, ils ne sont pas suffisants, mais ils sont exhaustifs dans leur traitement. Ils ne conduisent pas à la sobriété et aux limites planétaires. Ils sont très faibles sur le plan environnemental, les ODD, mais les sujets sociaux de base sont là et beaucoup de choses sont posées, y compris la justice, y compris la lutte contre la corruption, qui est un sujet très transversal qu'on n'aborde pas assez non plus. Donc les ODD peuvent rester notre étoile polaire. On attend la suite avec impatience, mais ça reste là. Sur le reste, sur la CSRD, c'est une vision proprement européenne, cette double matérialité qu'il faut que nous défendions, et c'est ce qui se fait. Et c'est remarquable que dans toutes les difficultés politique, géopolitique du moment, finalement, on est accouché de la CSRD. Moi, je continue à trouver ça formidable, donc j'ai foi. On a le devoir de vigilance aussi qui arrive, qu'on n'a pas cité, mais qui, à l'échelle européenne, va aussi permettre de connecter le climat et les droits humains d'une manière très intéressante. La CSRD, l'approche par la matérialité, elle est puissante, elle est incroyablement complexe. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est effectivement un peu coercitif. J'aurais préféré une taxonomie. Elle est compliquée à élaborer, mais ensuite elle a une dynamique ça, qui marche toute seule, une taxonomie sociale. Donc pour moi, il n'y a pas de combat. Il y a notre CSRD, puis sur la partie matérialité financière, probablement qu'on va avaliser que c'est l'ISSB qui gagnera la partie, du moment que nous pouvons travailler sur notre notion d'impact
inside out de l'impact que nous apportons en tant qu'entreprise à la société et à l'environnement, qu'il soit positif ou négatif. Merci Catherine. On attend d'autres regards. Et si vous pouvez rappeler ce que l'ISSB et les FRAG aussi, si vous en mentionnez en une phrase, nous vous en serons reconnaissants. L'ISSB, donc, c'est l'émanation de la fondation IFRS, c'est ce que préside l'ISSB, c'est ce que préside Emmanuel Faber, qui a donc concurrencé l'Europe sur le fait d'établir des normes de durabilité. On sait que la fondation IFRS a conçu les normes comptables pour le monde entier, très bien, mais sur les normes de durabilité, on se voyait bien en Europe avoir la primauté. Ce ne sera pas le cas, donc il y a des normes ISSB, mais qui visent uniquement l'intérêt des sujets ESG du point de vue de l'entreprise, c'est-à-dire l'intérêt pour l'investisseur. Donc c'est de la matérialité qui ne marche que dans un sens. Outside in, ce que l'environnement, le climat peut faire peser comme risque physique ou de risque de transition à l'entreprise. Donc dommage pour les autres impacts. Merci Catherine. Émilie. Ouais, non, mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, Catherine, donc je n'ai pas le sentiment que j'apporterai beaucoup, mais effectivement, cette directive européenne apporte une vision unique et pionnière dans le monde, de cette idée de double matérialité, de mesure de l'impact de l'entreprise sur l'environnement et de mesurer l'impact de l'environnement sur le business même de l'entreprise. Ça, c'est tout à fait unique. Mais justement, en fait, avec un peu d'optimisme, et j'en ai en tout cas cette année, et on fera les bilans, mais j'ai envie de croire qu'effectivement, c'est une directive, une réglementation qui peut vraiment ouvrir une transformation profonde dans notre sphère économique, et on en a besoin. L'urgence scientifique, physique de notre planète est là. Et donc voilà, avec cet optimisme, j'ai envie de me dire aussi que justement il faut qu'on démontre aussi, même s'il n'y a que l'Union européenne qui s'est fermement défendue pour mettre en œuvre, adopter et mettre en œuvre cette directive, avec optimisme, j'ai envie de dire qu'il faut qu'on réussisse à démontrer que ça a de la valeur pour la sphère économique de mesurer cette double matérialité. Oui, je vois des bras qui se lèvent dans la salle. Excusez-moi. Vous avez abordé un certain nombre de sujets qui me paraissent être en lien avec les normes de l'ISO 26000 et vous n'avez pas abordé la question de l'ISO 26000. Je trouve que c'est un outil, alors ce sont des lignes directrices, certes c'est pas contraignant, mais c'est un super outil pour travailler sur la RSE et personne n'en a parlé. Si je ne l'ai pas abordé, c'est que faute de temps, parce que moi je suis une ardente défenseur de l'ISO 26000. Bien sûr, non, mais vous avez parfaitement raison, parce que ce que l'ISO 26000 a amené en 2010, j'ai travaillé dans la RSE bien avant, donc on faisait n'importe quoi, soyons clairs là-dessus. L'ISO 26000, elle a apporté ce principe essentiel de la vision systémique du développement durable de la RSE, on appelait ça de différentes façons. Elle a amené le concept essentiel du dialogue parties prenantes, c'est seulement à partir de là qu'on l'a instauré. Donc, et c'est vrai qu'elle est devenue obsolète, par exemple, sur les questions centrales et les enjeux. Si on se concentre uniquement là-dessus, on passe à côté de sujets tout à fait essentiels, qui sont l'impact de l'intelligence artificielle sur les emplois, qui sont le lien avec le business model qui n'est pas assez présent. Mais pour moi, l'ISO 26000, je continue à former sur cette norme toutes celles et ceux qui prennent leur poste en RSE, parce que quand je disais tout à l'heure que j'étais attachée à un certain profil, une certaine façon d'endosser cette fonction, c'est relativement à la structure de l'ISO 26000. En plus, la RSE, c'est compliqué. J'ai plein d'alternants ou certains de mes étudiants qui prennent des postes qui sont perdus. L'ISO 26000 apporte la structuration aussi sur la mise en œuvre, donc c'est précieux. Donc, merci d'avoir rappelé cela. Nous repassons aux questions en ligne. C'était pas vraiment une question, mais pour les gens en ligne ou dans la salle qui ont des problèmes avec le jargon, c'est vrai qu'on essaye d'expliquer dans la mesure du possible. Parfois, on ne le fait pas, et donc on a créé un glossaire pour Ecolearn que vous pouvez trouver directement dans la partie, sur notre site internet, dans la partie études. Et après, il y a une petite loupe, vous cliquez la chose que vous ne comprenez pas, et vous avez des explications assez extensives sur le sujet. Donc voilà. Et navré si on ne l'a pas fait suffisamment. On essaye, mais c'est vrai que le développement durable est assez jargonneux. Voilà donc une ressource pour parler le même langage, puisque c'est un sujet. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ? Sinon, moi, je vais bien faire une dernière remarque. Il n'y a vraiment pas de questions ? Il y en a. Nous en avons même deux. Commençons peut-être au premier rang à droite.
Merci de me donner la parole. Dans toutes les réglementations qui pleuvent en ce moment sur une entreprise et qu'on n'a pas forcément anticipé, et dans le devoir de se dépêcher de la mettre en conformité, parce que c'est intransigeant en fait, est-ce qu'il y a un accompagnement de l'État pour vulgariser, expliquer, parce que les textes sont très souvent à plusieurs pages, et comme vous disiez, par le manque de compétences, moi, je ne sais pas lire les textes et je ne sais pas aller chercher et connaître le périmètre d'action et le temps que je dois mettre en place une conformité. Est-ce qu'il y a un accompagnement, une institution au-delà du domaine privé et de faire appel à un bureau d'études ou... Est-ce que l'État s'engage à accompagner les entreprises dans cette transition, justement ? C'est léger. Hein. C'est notamment les PME qui ont besoin de cet accompagnement. Donc c'est vrai que via la BPI, par exemple, il y a beaucoup de formations pour les PME et ça se passe plutôt régionalement, c'est vrai. Sur le reste, moi j'ai plutôt envie de donner la parole à David parce que c'est aussi les réseaux d'entreprises qui vont... On attend en fait avec impatience la méthodologie du MEDEF, de l'ORS, on a déjà une première proposition, je veux bien celle de PE. Sur la CSRD, on est très en attente de ce que vous pourrez produire. Et des organisations ensuite comme l'ANC, l'Autorité nationale comptable, qui a publié justement en décembre un document de synthèse sur l'ensemble des normes comptables, les 12 normes qui vont permettre aux organisations de répondre à cette exigence. Donc c'est vrai que sur ces sujets-là, le dialogue avec ses pairs en fait, est essentiel parce qu'on se rend compte qu'on est dans un paysage qui est du coup complexe qui bouge beaucoup vite, très vite. On n'a pas forcément tout le temps le temps d'attendre les retours d'expérience, etc. Et c'est compliqué, notamment pour les plus petites structures. Donc une façon de sortir de ça, c'est d'échanger beaucoup avec ses pairs. Donc il y a des structures effectivement qui sont dédiées à ça. Hein. Voilà, EPE c'est comme un profil pour les grandes entreprises, pour les plus petites ça peut, le temps va être plus compté. Donc je pense que les réseaux locaux de dirigeants marchent très bien pour ça. L'ADEME a un certain nombre de programmes d'accompagnement. Aujourd'hui principalement autour du climat, mais voilà, mais c'est des sujets des programmes qui sont dédiés à accompagner les petites structures. Je pense qu'il y a l'Alliance Pacte PME, qui est également un gros programme avec objectif d'accompagner 3500 PME en France sur ces sujets-là. Donc à la fois en proposant des diagnostics et des accompagnements derrière. Donc voilà, donc il y a quand même pas mal d'outils qui existent. Effectivement, parfois il faut aller les chercher. N'hésitez pas à solliciter effectivement les associations professionnelles, les clubs qui ont cette capacité à mettre en réseau, à les attraper de l'information. Et c'est vraiment des sujets effectivement sur lesquels on va beaucoup apprendre avec ses pairs. L'État a mis en place le portail RSE, si vous l'avez vu. C'est très léger, hein, c'est vraiment très light, mais ça a comme ambition d'accompagner la sortie de chacune des réglementations RSE par un peu de pédagogie. Il y a 6 réglementations en ligne aujourd'hui, mais on attend vraiment beaucoup plus de la part de l'État. Merci pour ces éléments de réponse, ces ressources. Je vous propose qu'on prenne une dernière question avant d'arriver à la fin de cette table ronde qui viendra visiblement des personnes qui nous suivent en ligne. Ouais, alors on revient sur la question du vocabulaire commun et il y avait notamment Juliette qui disait qu'il y avait un outil qui était vieux de 25 ans qui est du coup le GRI, donc le Global Reporting Initiative et donc si vous c'était une question, mais si vous aviez quelque chose à dire à propos du GRI vis-à-vis de notre sujet, est-ce que c'est toujours d'actualité, voilà, qu'en pensez-vous ? En fait, autant l'ISSB s'est saisi de la matérialité financière, autant la GRI a totalement inspiré l'EFRAG sur la matérialité d'impact. Donc celles et ceux qui ont appliqué les guidelines de la GRI seront tout à fait relativement à l'aise avec la notion de matérialité d'impact. Et donc il y a un tableau de transcription entre les ESRS de la CSRD et la GRI. C'est tout à fait cohérent. Et effectivement très intéressant. C'est la GRI qui avait créé cette notion de mesure de l'importance. Pour aller plus loin que la matérialité telle qu'on la pratique aujourd'hui, on va essayer de mesurer à quel point une notion n'est pas seulement importante pour la partie prenante, mais à quel point il y a un impact en termes d'étendue, de profondeur, de remédiabilité ou non, etc.
mais la GRI avait déjà commencé à outiller tout ça. Et plus, tous les développements sectoriels qui sont aussi inspirés de la GRI, il y a plus de 40 secteurs dans la CSRD sur lesquels on attend des normes de durabilité particulières. La GRI a aussi travaillé là-dessus. Et effectivement, la GRI, elle a bien une vision universelle, et elle a de cela de plus par rapport à la CSRD. Oui. Après, si je peux permettre, après il faut faire attention parce qu'on peut effectivement faire un cours d'histoire de l'évolution des normes et c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire que évidemment que la RSE doit beaucoup à la norme ISO 26000 qui était des normes volontaires. La GRI a apporté beaucoup dans la façon de reporter et de voir les enjeux de RSE. Et aujourd'hui, on arrive à un moment où il y a une norme européenne qui est la CSRD, qui est quand même l'alpha et l'oméga de ce que les entreprises vont devoir faire. Donc, elle est censée quand même englober tout le fruit de 10 à 12 années de travaux, de réflexion, d'influence des uns et des autres pour faire en sorte qu'enfin, quand on parle d'une entreprise, il y ait une obligation de parler de l'ensemble de ses impacts et pas que de son impact financier. Donc je pense que si vous êtes dans ce chemin-là, vous pouvez refaire toute l'histoire et reprendre tout, mais ce qui va compter là, c'est quand même la CSRD, parce qu'effectivement, elle fait la synthèse finalement de tout ce travail qu'on a mené depuis 10 ans. Après, il y a un vrai risque, qui est celui-là je trouve qu'on vit, c'est qu'au lieu de parler de transformation, on est en train de parler de reporting et de compliance. Et donc ça, c'est le vrai piège dans lequel on va tous tomber. C'est obligatoire parce que le texte, il est quand même tellement dense, riche, qu'on est tous à essayer de l'analyser et qu'on va commencer par essayer de se dire est-ce qu'on répond bien au sujet, mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est d'abord un enjeu de transformation et que la CSRD doit être un outil qui doit nous aider à mieux mobiliser, à mobiliser davantage, à embarquer toutes les directions qui n'étaient pas embarquées et aller plus loin dans la transformation et pas qu'un sujet de bon, il y a une réglementation, je vais l'appliquer et bon, je vais essayer de l'appliquer à moindre coût parce que tout ça va coûter quand même assez cher pour les PME et les entreprises, hein, on le voit bien. Il va falloir former des gens. Là, heureusement, je pense qu'on est tous là. Et moi, si je suis là, c'est parce que je pense qu'il faut soutenir des entreprises comme Ecolearn parce qu'il y a des vrais enjeux de formation sur ces sujets de reporting, de réglementation, mais au-delà. Et pour revenir au début de la table ronde, la connexion des sujets, on arrive à la faire si les équipes, elles sont formées. Moi, si mon équipe achat, elle ne parle que marge et chiffre d'affaires et pas carbone et pas biodiversité et qu'elle ne rentre pas dans ce chemin-là, on n'y arrivera pas. Et donc, tout mon sujet, c'est de les former et ensuite qu'ils aillent se former eux-mêmes en allant chercher sur le marché des formations précises, thématiques. Ça vaut pour les emballages. L'emballage, c'est un sujet qui est monstrueusement complexe. Vous mettez le doigt là-dedans, vous en avez pour 10 ans avant de comprendre les différents types d'emballage, comment ça fonctionne, les solutions, les bonnes solutions qui sont des fausses solutions. Et donc, on a besoin que les équipes se forment. Et là, ce qu'on constate, c'est que sur le marché, vous n'avez pas ces formations-là. Vous avez assez peu de formations qui permettent de rentrer soit dans le détail des sujets, soit de connecter l'ensemble des sujets entre eux, de les aborder de manière transverse, etc. Et donc là, on a besoin aussi de rénover nos plans de formation. On a besoin de travailler avec les équipes RH pour qu'elles-mêmes, elles définissent des plans de formation sur ces volets-là pour chaque type de métier au sein de l'entreprise. Et on est encore assez loin de le faire. Dans les grandes écoles, on est quand même encore assez loin d'avoir intégré ces enjeux. Vous regardez les maquettes de finance dans les grandes écoles de commerce, ça reste la finance et un petit module de finance durable. Alors qu'en fait, dans tous les cours, on devrait prendre en compte ces enjeux pour transformer la façon dont on voit la finance. Et ça vaut pour à peu près tous les métiers aujourd'hui. Donc il y a un énorme encore travail à faire. Et le petit risque avec les réglementations, c'est qu'on regarde que le sujet par la réglementation. Et donc moi, je vous invite à évidemment embrasser ce sujet-là parce qu'il n'y a pas le choix, mais à essayer toujours de faire un pas de travers pour vous dire mais est-ce que ce que je suis en train de mettre en place, ça me sert à atteindre mes objectifs de transformation de l'entreprise, parce que sinon, on va passer beaucoup de temps à mobiliser des gens pour finalement avoir expliqué des choses qui sont faites, mais sans finalement amener cette transformation. Et c'est cette transformation-là qu'il faut réussir à faire dans un délai qui est maintenant très court, puisqu'on sait qu'on a à peu près 10 ans pour essayer d'aligner tous ces sujets entre eux. Merci beaucoup Mathieu. Un autre délai qui est très court, c'est celui qu'il nous reste pour terminer cette table ronde. Merci de terminer ce temps de questions-réponses avec l'enjeu de la formation. Nous aimerions justement, par rapport à ce besoin, vous présenter ce qu'Ecolearn a préparé et peut mettre à disposition pour les professionnels et les entreprises. Je passe la parole à Stéphanie qui vous le présentera là tout de suite.
Oui, merci. Très rapidement, juste pour vous présenter, et merci beaucoup pour cette formidable transition, parce qu'effectivement, nous abordons tous ces sujets dans nos formations. Et là, justement, je voulais vous parler de 3 formations rapidement qui apportent ces sujets de climat, mais aussi du facteur humain au travers d'une formation sur le volet social, et puis sur la mise en œuvre de la CSRD. Donc, comme vous le savez peut-être tous, donc Ecolearn est une école de formation. Nous proposons des formations inter-entreprises, mais aussi des formations intra-entreprises sur mesure. Et tous ces sujets sont proposés à la fois pour de l'inter et pour de l'atra, avec un niveau compétence où là on va aborder la question de compréhension d'outils, et puis après des formations plus expertes en présentiel, qui sont des masterclass qui permettent réellement d'élaborer des stratégies et de mettre en application. Donc sur le climat, nous avons travaillé avec notre partenaire EcoAct pour créer cette formation, avec Catherine Puiseux sur la formation sur le volet social, et puis notre partenaire Ici et Demain pour la mise en œuvre de la CSRD. Et donc voilà, je vais finir mon petit encart publicitaire. Voilà, toute notre équipe est à votre disposition pour répondre à votre question si vous voulez en parler plus avant. Merci beaucoup Stéphanie. Et merci à chacune de vous, Catherine, David, Émilie et Mathieu, pour vos prises de parole. Il a été question de sortir du climato-centrisme pour ne pas sauter à pieds joints dans la compliance, vous l'avez bien compris. Il reste des enjeux de transformation et pour cela, l'essentiel est de parler le même langage, de réussir à faire du lien pour ces 2 termes qui ont été évoqués, avec pragmatisme et optimisme, cette fois écrire la suite de l'histoire, de ce qui nous attend, avec un volet résolument positif. Merci d'avoir aussi porté cette énergie durant nos échanges. Nous restons à votre disposition et nous espérons que vous avez apprécié le moment passé ensemble. Merci à vous.